Je remercie évidemment les organisateurs et le CIPAC de m'avoir invité. Et puis bah, j'espère que ça va être intéressant pour vous. Voilà. Ok, on est presque à 200 participants. J'espère que tu n'as pas trop la pression. Non, ça va. C'est derrière des écrans, c'est toujours plus facile. Ok, donc pour les questions, plutôt par écrit, parce que sinon à 200, on a tous déjà fait l'expérience, ça va être compliqué. Donc on répondra aux questions par écrit. J'énoncerai les questions à Thibaut au fur et à mesure. Tu me diras quand est-ce qu'on fera des pauses, Thibaut, pour répondre aux questions. Bah, faut pas hésiter. Enfin, s'il y a des questions, faut pas hésiter à m'interpeller pour que je puisse, si toutefois il faut préciser les choses, il n'y a pas de problème. Ok, super. Bon, et ben on te laisse la parole. Très bien. Alors, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler d'AOMI, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Malheureusement, vous n'allez pas tout savoir ce soir parce que ça mériterait énormément d'heures de cours ou d'intervention. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel et de bien comprendre, d'essayer de dégager les messages clés lorsqu'on prend en charge les patients avec AOMI et surtout quand est-ce qu'il faut la repérer. Donc, mes liens d'intérêt. Alors, d'abord, on va essayer de définir ce que c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et actuellement, la définition, c'est une définition que j'ai reprise de la HAS 2006, mais en fait, c'est la définition qu'on retrouve également au niveau international avec l'ESC, par exemple. Donc, c'est le rétrécissement du calibre des artères à destination, évidemment, des membres inférieurs. Et ce rétrécissement va entraîner ce que l'on appelle une perte de charge hémodynamique. Donc, en fait, quand on parle d'AOMI, c'est pas que le fait d'avoir une oblitération ou un rétrécissement, c'est le fait que ce rétrécissement va entraîner une perte de charge hémodynamique. Et ça, c'est important parce que quand on va on définit l'AOMI, vous allez voir que pour le diagnostic, il faut qu'il y ait la perte de charge hémodynamique. Cette perte de charge hémodynamique, donc ce qui va être révélé par, on verra les IPS, notamment les pressions, c'est avec ou sans traduction clinique. Ça veut dire qu'on peut avoir une AOMI asymptomatique et puis une AOMI symptomatique, bien entendu. Et donc, le meilleur témoin, évidemment, de cette perte de charge, c'est la chute de l'index de pression systolique, les IPS, dont on va parler tout à l'heure. Donc, un IPS inférieur à 0,9, c'est une AOMI. Et puis des IPS supérieurs à 1,4, c'est possiblement une AOMI, mais ça nécessite des examens complémentaires. Bien entendu, on ira beaucoup plus loin que ça. On ne s'arrêtera pas à juste des IPS en dessous de 0,9. Je vous l'expliquerai après. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'AOMI, ce n'est pas forcément de l'athérosclérose, mais dans la grande, grande majorité des cas, c'est de l'athérosclérose. Donc après, il existe des autres causes, des causes rares, comme la maladie de Burger, des causes cardio-emboliques ou emboliques, et puis des causes iatrogènes. Par exemple, je pense que vous êtes nombreux et nombreux à faire de la cardio, vous aimez bien poser les tavis, et puis vous passez en fémoral, vous faites une dissection de l'artère fémorale, et puis la dissection de l'artère fémorale va entraîner un thrombus. Ce thrombus peut boucher l'artère partiellement, et puis on fait une AOMI iatrogène. Ça peut arriver. Alors, pour parler évidemment d'AOMI, on va parler d'anatomie, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, et notamment quand vous allez pouvoir lire les comptes rendus d'un échodoppler artériel des membres inférieurs, il faut savoir à peu près où se situe l'arbre artériel. Donc, vous avez l'aorte. Ce qui est en rouge est quand même ce qui est le plus important. L'aorte, naturellement, qui, au niveau du nombril, va se diviser en deux pour donner les artères iliaques communes, qui elles-mêmes vont bifurquer avec donc une partie qui va donner l'artère iliaque externe et une autre qui est l'artère iliaque interne. L'artère iliaque interne va vasculariser essentiellement les fesses, les muscles des fesses, et puis tout ce qui est le petit bassin. Et puis enfin, donc l'artère iliaque externe, elle va donner ensuite l'artère fémorale commune, puis l'artère fémorale superficielle. Alors, il y a des nouvelles appellations, on dit juste que c'est l'artère fémorale, la commune et la superficielle, c'est la même.
pour l'instant, gardez en tête que l'artère fémorale commune, c'est celle que vous allez palper quand vous prenez le pouls au niveau du pli de laine, et puis elle va se diviser et donner une artère fémorale profonde qui est moins importante, mais qui est très importante dans la OMI, mais qui vascularise en fait les muscles profonds de la cuisse, et puis l'artère fémorale superficielle qui est quand même la plus importante et qui est celle souvent qui va être bouchée. Ensuite, ça passe derrière la jambe, donc, et ça va au niveau, donc derrière, dans la région poplitée, ça donne évidemment donc l'artère poplitée, qui va se diviser, donner le tronc tibiofibulaire et l'artère tibiale antérieure, donc vers l'avant la tibiale antérieure qui va donner ensuite l'artère pédieuse que vous allez palper quand vous prenez le pouls pédieux, et puis le tronc tibiofibulaire va donner l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. L'artère tibiale postérieure, vous allez également la palper en rétromalléolaire interne, et puis vous ne pouvez pas palper l'artère fibulaire, mais vous avez, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 3 axes de jambes, quand vous verrez dans les comptes rendus d'échographie. 3 axes de jambes, ça signifie qu'il y a l'artère fibulaire, la tibiale postérieure et la tibiale antérieure. Et juste, pardon, l'artère dorsale du pied, c'est la pédieuse. Maintenant, ça s'appelle comme ça. On est resté sur la pédieuse. Alors, on ne peut pas parler, même si je vous ai dit la OMI, c'est pas que de l'athérosclérose. En tout cas, on ne peut pas parler d'AOMI quand même sans parler d'athérosclérose. Et l'athérosclérose, vous le savez très certainement, mais ça fait toujours du bien de le redire, c'est une maladie inflammatoire. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce qu'auparavant, ce n'était pas considéré en tant que tel. Et en fin de compte, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de médicaments qui sont en cours d'élaboration, qui vont traiter de l'inflammation et de la réaction immunitaire, et notamment la réaction immunitaire innée, mais pas que, celle acquise avec les lymphocytes, on verra donc tout à l'heure un petit peu, on va un peu parler de physiopathologie. Donc c'est une maladie dégénérative qui est purement vasculaire, là aussi, j'y tiens. Beaucoup d'entre vous travaillent en cardiologie et on parle d'infarctus du myocarde très souvent et on a l'impression que c'est une maladie du cœur. En fait, non, c'est les coronaires qui, dans l'infarctus qui sont touchés. Et certes, ça peut entraîner une altération cardiaque, une cardiopathie ischémique par exemple, mais le problème, il est vasculaire. Et ce qu'il faut comprendre dans l'athérosclérose, j'en parle un peu après, c'est qu'elle est multifocale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un site artériel que les autres ne sont pas touchés. Au contraire, à partir du moment où vous avez un site artériel touché, potentiellement les autres le sont. Et ça a toute son importance dans la OMI, on va le voir. C'est une maladie, donc l'athérosclérose, qui affecte les artères de gros et moyen calibre. Là aussi, c'est important. La microangiopathie diabétique, les microangiopathies quand on a de l'hypertension artérielle, ce n'est pas de l'athérosclérose. Alors certes, ça partage des facteurs de risque communs, parfois même quelques mécanismes physiopathologiques, cependant ce n'est pas de l'athérosclérose, c'est vraiment les artères de gros et moyen calibre. Donc évidemment, c'est une maladie chronique, c'est important, ça veut dire que ça dure dans le temps et que ça évolue et que ça se développe d'ailleurs silencieusement pendant des dizaines d'années. Vous êtes probablement assez jeune, je pense qu'on est sur une moyenne de peut-être 40 ans. C'est maintenant que tout se joue, je dirais, mais même plus des bébés. En fait, parce qu'on va être exposé très longtemps à des facteurs de risque cardiovasculaire, on va développer cette maladie qui va se révéler par des symptômes à l'effort ou plus graves au repos. Mais quand on a les symptômes, c'est qu'on est déjà sur une maladie avancée. Alors, cette maladie, elle est caractérisée par un épaississement intimal. Je vous rappelle que l'intima, c'est la tunique interne de la paroi artérielle et c'est celle donc, qui est au contact du sang. C'est des dépôts sous forme de plaques, d'éléments, de pas mal de choses, donc d'éléments glucidiques complexes, fibreux, lipidiques, notamment, surtout, fibreux, sanguins, calciques. Vous allez voir, c'est un sacré bazar. Et donc, c'est ces plaques qui se créent, qui se développent, qui grossissent et qui viennent petit à petit obstruer les vaisseaux. Donc, processus lent, qui est lié évidemment à des prédispositions génétiques, mais pas que, surtout à une exposition prolongée à des facteurs de risque d'athérosclérose que nous allons voir. Dans les facteurs de risque, vous les connaissez certainement, il y a les facteurs non modifiables,
le sexe et l'âge, bien entendu. Alors attention, ça va probablement un peu changer. On a tendance à dire que la femme n'est pas forcément à risque cardiovasculaire. C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps parce que il faut savoir que il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aux femmes et qui montrent que les conditions, je dirais, gynéco-obstétricales des femmes vont altérer le risque cardiovasculaire. Et ça, parce qu'il y a de nombreuses études, c'est un peu la mode en ce moment, et tant mieux, parce que bon, il y en a qui surfent là-dessus, mais peu importe, le fait est qu'au moins on en fait des études, et que les études vont permettre à l'avenir, très certainement, de développer des recommandations pour pouvoir estimer le risque cardiovasculaire chez la femme de façon plus précise, sans se dire, ah bah non, bah c'est une femme, elle n'a pas de risque cardiovasculaire, ou ça va. En fin de compte, non. Quand il y a eu une hypertension pendant la grossesse, quand il y a eu un diabète gestationnel, quand il y a une ménopause précoce, quand il y a une ménopause symptomatique, tout ça vont en fin de compte entraîner un surrisque cardiovasculaire. Il y a les antécédents familiaux, donc l'infarctus du myocarde, la mort subite avant l'âge de 55 ans chez l'homme et avant 65 ans chez la femme. Ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, ça renseigne sur le profil génétique, mais pas que, surtout sur je dirais le mode de vie, parce que évidemment c'est souvent dans des familles qu'on reproduit un peu le schéma de vie, et donc c'est comme ça qu'on voilà, il y a une hérédité qui est à la fois génétique mais aussi transmise par l'éducation. Et puis l'AVC avant 45 ans, là peu importe l'âge. Et quand on parle d'AVC, alors c'est un peu sous-entendu, mais comme on parle d'athérosclérose, on parle d'AVC ischémique d'origine athéromatique. Mais souvent, on mélange un peu tout. Et puis, il y a enfin les facteurs modifiables. Et c'est ceux-là qui sont les plus importants, parce que c'est ceux-là sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors évidemment, il y a le tabagisme. Le tabagisme, c'est on multiplie par 5 son niveau de risque cardiovasculaire. Donc, c'est un réel problème, bien qu'on ait une diminution de la consommation de tabac et que probablement que nous allons avoir d'autres formes d'artériopathie oblitérante des bandes inférieures. On en parlera tout à l'heure parce qu'on parlera spécifiquement des facteurs de risque de l'artériopathie. Il y a l'HTA, le diabète, la dyslipidémie, le surpoids, l'obésité, la sédentarité naturellement, sachant que le surpoids, l'obésité, la sédentarité participent à la dyslipidémie, le diabète, l'HTA. Et puis, il y en a plein d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a les maladies inflammatoires. Par exemple, on multiplie par 1,5 son risque cardiovasculaire quand on a une polyarthrite rhumatoïde, on multiplie par 20% son risque cardiovasculaire, enfin on a 20% de plus quand on a une MITI. Et donc, l'ESC a l'habitude de dire, bien qu'elle n'a pas assez, les experts n'ont pas assez d'études pour dire, pour affirmer cela, mais c'est plutôt du consensus d'experts, qu'à partir du moment où il y a une maladie inflammatoire, on est un peu plus à risque cardiovasculaire, parce que les études, en fait, elles se sont limitées à la polyarthrite rhumatoïde, un peu pour les MITI, et par extension, on a dit ça, mais comme c'est une maladie inflammatoire, on comprend bien que s'il y a un processus inflammatoire, en fait, on va majorer, et on va le voir dans la physiopathologie. Il y a la BPCO, naturellement, alors ça, c'est la BPCO, pourquoi? Pour plein de raisons, parce qu'il y a un partage des facteurs de risque, le tabac notamment, la sédentarité souvent, il y a de l'hypertension artérielle, et puis probablement parce que là aussi il y a un milieu inflammatoire, il y a de l'hypoxie, il y a une augmentation du stress oxydatif, etc. Et tout ça va en tout cas accentuer le processus athéromateux. Il faut savoir par exemple que la BPCO, elle est positivement associée au développement d'un anévrisme de l'aorte abdominale, et ça, peu importe le statut tabagique. Donc c'est quand même assez intéressant à avoir en tête. 9% des patients BPCO ont une AONI. Donc c'est là aussi intéressant. Les affections psychiatriques, là aussi pour plusieurs raisons, à la fois probablement parce qu'il y a des désordres biologiques, beaucoup parce qu'il y a les traitements, et énormément parce qu'en fait, ils sont stigmatisés et mal dépistés et ne bénéficient encore moins de la prévention cardiovasculaire. La pollution, la maladie rénale chronique, les cancers, pour les traitements, mais aussi les cancers, les deux vont majorer le risque cardiovasculaire. Bref, vous avez compris, il y en a beaucoup. Alors pourquoi c'est un problème l'athérosclérose? Parce que c'est 60 millions d'années potentielles de vie perdues chaque année, et ça en Europe.
c'est énorme. C'est la première cause de décès en Europe. C'est la deuxième en France, mais ça reste la première pour les femmes. Et donc, il y a un enjeu de santé publique, sachant qu'en plus, même si on meurt moins, la maladie cardiovasculaire coûte cher, et plus on la dépiste tard, donc plus on fait de la prévention secondaire et pas de la prévention primaire, plus ça coûte cher. Il faut savoir à peu près, hein, juste comme ça, que l'année dernière, 10% des dépenses de santé globales en Europe, c'était pour les maladies cardiovasculaires. Alors, un peu de physiopathologie avant d'aller dormir. Ici, c'est l'histologie, donc un peu d'histologie. C'est une artère qu'on a saucissonnée, donc c'est une coupe transversale. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a 3 couches, l'adventice, la médiane, l'intima. L'intima, elle est constituée de cellules de 2 couches, elle aussi. Donc, une première couche unicellulaire qu'on appelle l'endothélium. C'est des cellules endothéliales qui empêchent la coagulation. Elles sont donc athrombotiques. Et enfin, il y a le sous-endothélium qui, lui, est prothrombotique parce qu'il a des facteurs de Willebrand activés à sa surface, il a du collagène, il y a du facteur tissulaire, bref, il y a tout ce qui permet d'activer soit les facteurs de coagulation, soit les plaquettes. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y a on perd le sous-endothélium, on met à nu l'endothélium, quand on perd la couche endothéliale, on met à nu le sous-endothélium, et donc on crée un processus thrombotique. Après, il y a la média. La média, elle est essentiellement constituée de cellules musculaires lisses. Et vous le savez, les cellules musculaires lisses sont innervées par le système nerveux autonome. On peut essayer, mais personne n'y arrive. On n'arrive pas à contracter soi-même ses artères. Et puis enfin, il y a l'adventice qui est du tissu conjonctif qui va contenir des fibroblastes, de l'élastine, des éléments qui vont permettre l'élasticité et la rigidité, et une certaine, pas rigidité, mais éviter qu'elle soit fragile, une certaine solidité à l'artère. Ok. Thibaut, il y a une question Oui. pour l'instant. Oui. Peut-être un petit peu compliqué. De Émilie qui demande si l'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil, et les pathologies dentaires sont aussi des facteurs de risque musculaire, en tout cas qui interviennent dans la genèse. Parfaitement. Oui, alors en effet, je ne pouvais pas tout citer. Les parodontites, parce que c'est une inflammation des gencives. Et on le sait, quand on mesure les paramètres, enfin les marqueurs de l'inflammation dans le sang, c'est qu'il y a une augmentation de la CRP, du TNF-alpha, etc. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments inflammatoires qui sont élevés et tout ça participe à l'athérosclérose. Donc oui, les parodontites et en règle générale les affections bucco-dentaires, mais surtout les parodontites. Et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque cardiovasculaire, surtout parce qu'il donne l'hypertension artérielle. Et donc ça fait partie aussi des choses à prendre en compte, sachant que par exemple, quand on est en prévention secondaire et qu'on appareille quelqu'un pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ça ne suffit pas pour diminuer son niveau de risque, il faut traiter les autres facteurs de risque. Donc probablement que ce n'est pas simplement le fait de manquer d'oxygène pendant la nuit, que c'est probablement bien plus compliqué avec des processus qui se font, mais de biologique. Mais en tout cas, oui, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque. Alors après, quand je vous dis il y a des facteurs de risque, il y en a qui sont quand même plus… Les principaux, c'est ceux que j'ai cités en premier, hein, le tabac, l'hypertension, le cholestérol, enfin les dyslipidémies, pardon, le diabète, le surpoids, l'obésité, c'est ceux-là, hein, bien sûr. Après, les autres, ils sont à prendre en compte, mais ce n'est pas aussi important. Et est-ce que dans ta pratique quotidienne, vous dosez, vous, la CRP ou des facteurs inflammatoires? Alors, nous, moi personnellement, et les médecins s'y mettent maintenant, je dose la CRP ultrasensible parce que c'est un indicateur du risque cardiovasculaire résiduel. Quand les patients sont bien traités, que tous les facteurs de risque sont contrôlés, mais qui continuent à faire des événements cardiovasculaires, parfois, ça arrive d'avoir une CRP un peu élevée, une CRP ultrasensible. On dit ultrasensible parce qu'en fait, souvent, les labos, ils ne font pas la CRP ultrasensible, donc en fait, ça allait à moins de 5, c'est bon. Sauf que moi, je veux savoir à combien, parce qu'en fait, jusqu'à 2 mg, c'est 2 grammes, pardon, 2 mg, pardon. Donc, en fait, on n'a pas ce dosage-là. Donc, il faut le faire souvent, c'est des labos spécifiques qui le font, ils l'envoient à un labo. Et c'est intéressant parce qu'il y a une recommandation de l'ESC qui dit que chez les patients qui font encore des événements cardiovasculaires alors qu'ils ont les facteurs de risque contrôlés ou qui restent des facteurs de risque qui ne sont pas contrôlés, mais on a tout mis en place pour, et donc qui potentiellement ont un peu d'inflammation, on peut mettre de la colchicine. Ça réduit le niveau de risque cardiovasculaire. Ça réduit en tout cas pas le niveau de risque, mais le risque d'événement cardiovasculaire. Donc en soi, la CRP ultrasensible de routine, ça ne sert pas à grand-chose, mais chez les patients
pour qui on veut évaluer le niveau de risque cardiovasculaire, bah, c'est un indicateur. Une CRP élevée, c'est pas de façon continue, c'est un indicateur de risque cardiovasculaire. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont bien contrôlés, mais qui continuent à faire des événements, ça peut être intéressant pour discuter l'introduction de la colchicine. D'accord. Il y a une autre question. Quel est le lien entre l'athérosclérose et la BPCO? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu complexe. On ne sait pas tout, bien naturellement. Le lien, il est à la fois sur des facteurs de risque communs, enfin des facteurs de risque communs, un peu comme le cancer, c'est-à-dire qu'ils partagent des facteurs de risque. Le tabac, en fait, quand on dit c'est la BPCO qui est un facteur de risque, c'est que certes, c'est un facteur de risque, mais en plus, les patients BPCO ont de l'athérosclérose. En fait, on a regardé les patients qui étaient BPCO, ceux qui n'étaient pas BPCO, et ceux qui sont BPCO ont plus d'athérosclérose. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un facteur de risque, c'est qu'en fait, c'est aussi, quand on est BPCO, on est à risque, mais parce qu'on a probablement des comportements à risque, comme le tabac, on est sédentaire, il y a souvent de l'hypertension qui se rajoute, et puis bah, si on est en surpoids, si on est sédentaire, il y a de la dyslipidémie, il peut y avoir du diabète, et puis, je vous le rappelle, c'est une maladie inflammatoire, les patients BPCO, ils sont inflammatoires. Ils sont inflammatoires à la fois pendant leurs exacerbations, pendant leur décompensation, mais aussi de façon continue, parce qu'ils sont en hypoxie, un peu permanente, ils sont en inflammation bronchique permanente, tout ça c'est des marqueurs. En fait, l'inflammation, elle reste jamais localisée, elle va dans le sang, elle est systémique, et donc on se retrouve avec des marqueurs inflammatoires, et donc on va le voir justement après, là dans la physiopathologie, les marqueurs inflammatoires, c'est ça qui va permettre l'athérosclérose. Je peux continuer? Ok, super, merci. De rien. Alors, donc l'athérosclérose, en fait, la physiopathologie, justement, on ne la connaît pas complètement. Alors, évidemment, il y a des gens qui connaissent, enfin, qui ont des pistes et ça se vérifie, mais ce n'est pas complètement connu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sa localisation artérielle, et notamment dans certaines zones, font dire que cette pathologie semble quand même guidée par, en fait, un régime de pression et de contrainte de frottement sur l'intimat des artères. En effet, c'est probablement parce qu'il y a donc un excès de pression artérielle et notamment des modifications de pression dans certaines zones et notamment les zones de bifurcation. C'est comme une rivière. Lorsque la rivière, elle se divise en deux, à ce niveau où elle se divise en deux, le flux n'est plus laminaire, c'est plus un flux tranquille, il y a des tourbillons qui se créent. Ben, c'est la même chose, c'est que ça devient turbulent. Et donc ça modifie les pressions et ça vient en fait, créer des contraintes sur la paroi. Les contraintes sur la paroi, ça va à la fois permettre le passage de LDL cholestérol, entre autres, mais de toutes les lipoprotéines qui contiennent de l'apolipoprotéine de type B, on verra ça tout à l'heure. Mais donc, ça va faire le passage de ce LDL dans la paroi intimale. Et puis, en plus, ça va entraîner une dysfonction endothéliale, ça va abîmer, en gros, ça va inflammer la paroi, l'endothélium, et ça va donc contribuer au développement de l'athérosclérose. Et donc, c'est ce passage de LDL qui, dans la paroi, très certainement en lien avec des modifications de pression, entre autres. Sachant que la dysfonction endothéliale, elle peut être aussi liée aux autres facteurs de risque, comme le diabète, par exemple, qui peut entraîner une dysfonction endothéliale, le tabac, qui va entraîner une dysfonction endothéliale. Et donc, ce passage de LDL, il est presque physiologique parce qu'en fait, les particules de LDL, elles sont suffisamment petites pour passer dans l'intime. Mais elles sont capables de repartir, de rentrer, elles sortent. Sauf que, parce qu'il y a de la dysfonction endothéliale, probablement parce qu'il y a de la pression qui empêche la sortie, on se retrouve avec un LDL séquestré. Et ce LDL séquestré, c'est ce qui se passe ici. En fait, ça ici, c'est une pièce anatomique d'un jeune militaire mort au combat américain. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit des stries lipidiques. Ce n'est pas de l'athérosclérose en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas des plaques, mais c'est déjà du LDL qui est séquestré dans l'intima et qui, à terme, si on continue à l'exposer aux facteurs de risque, alors lui, c'est fini pour lui, mais malheureusement, mais cependant, ça peut créer de l'athérosclérose. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce LDL qui va passer donc dans l'intima va en fin de compte être séquestré et s'oxyder. Donc c'est une oxydation de ce LDL
qui fait qu'il va encore plus ne plus pouvoir sortir de l'intima. Et parce que le corps est fait comme ça, dès qu'on a quelque chose qui est en excès et qui ne devrait pas être présent, et qui est présent dans une zone, bah en fait, on commence à activer les voies inflammatoires. Et puis parce qu'il y a de la dysfonction endothéliale à cause des autres facteurs de risque, et ben, ça active aussi les voies inflammatoires. Et donc, on active des récepteurs à monocytes. Les monocytes, hein, vous le savez, c'est des éléments figurés du sang. Ils sont circulants. À partir du moment où ils sont internalisés, ils deviennent des macrophages. Et donc, ces macrophages qui contiennent des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs scavengers, vont venir repérer et phagocyter le LDL cholestérol. Sauf que le problème, c'est que ces macrophages, ils ne savent pas quoi faire de ce LDL cholestérol, et en plus, ils deviennent boulimiques de ce LDL cholestérol oxydé. Et donc, ils mangent ce LDL, ils deviennent très gros, et ils se remplissent de lipides, et ça devient ce que l'on appelle des cellules spumeuses. D'accord? Et donc, ces cellules spumeuses, elles vont former le centre lipidique, le corps lipidique de votre plaque. D'accord? C'est cette graisse-là de cellules, de macrophages qui ayant mangé beaucoup trop de LDL. Au-dessus de ce corps lipidique va se créer une chape fibreuse qui au début est très très fine. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vos patients ils viennent pour un SCA, ST+, il a 50 ans, il a toujours été en bonne santé. Alors après, si on va un peu plus loin, on voit quand même que ce n'était pas terrible au niveau des facteurs de risque, mais quand même. Et en fait, si vous aviez fait un scanner calcique à ces patients, vous auriez vu qu'il n'y avait rien. Et donc, vous auriez à tort dit que son risque cardiovasculaire n'était pas élevé. D'où l'importance de toujours faire attention au score calcique, notamment chez les jeunes. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que si vous aviez fait, par contre, un angioscanner coronaire, si vous aviez perfusé les coronaires, vous auriez vu qu'il y avait des plaques, et des plaques plutôt molles, et des plaques non calcifiées. Et bien, c'est ça. C'est quand elles viennent de se créer, ces plaques, elles ne sont pas calcifiées, la chape fibreuse est très fine et donc elle est à risque de rupture. Et le premier événement cardiovasculaire, il vient sur des plaques souvent qui sont neuves. Après, il y a les personnes plus âgées qui, eux, font des processus sur des plaques plus anciennes, mais il y a, voilà. En tout cas, les plaques neuves, les plaques jeunes sont à risque de rupture. Donc, cette chape fibreuse qui est essentiellement constituée de cellules musculaires lisses qui ont migré de la média et qui viennent se mettre sur cette chape fibreuse, qui baigne dans un espace extracellulaire qui est constitué évidemment de fibres de collagène, d'élastine, qui au fur et à mesure du processus va s'épaissir et se calcifier, rendant la chape beaucoup plus solide. D'accord? Et donc au fur et à mesure, elle va continuer à grossir cette plaque. Ça va se remplir de plus en plus de cellules spumeuses, sachant qu'en plus, c'est vachement bien fait, les cellules musculaires ont la capacité de se transformer en une métaplasie en macrophages pour bouffer du LDL, et inversement, ces macrophages ont la capacité de se transformer en cellules musculaires lisses pour aller constituer cette chape fibreuse. De plus, il y a autre chose qui va se passer, donc il y a cette croissance, et puis comme dans tout problème inflammatoire, le corps fait bien les choses, sauf quand c'est déplacé, mais en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est la merde, excusez-moi, mais en gros, vous allez mourir. Donc, allez, c'est suicide collectif, c'est ce qu'on appelle la mort programmée, c'est l'apoptose. Sauf qu'en fait, ça se passe, c'est vrai, mais sauf qu'ils n'arrivent pas, en plus, à nettoyer tout ce qui est mort, et donc ça forme une espèce de résidus de cellules mortes qui vont s'accumuler et former un noyau nécrotique au sein du corps lipidique. D'accord? Donc, en fait, c'est une espèce de poupée russe. Vous avez la plaque fibreuse, vous ouvrez, vous avez cette espèce de corps lipidique, vous ouvrez le corps lipidique, vous avez en plus de la nécrose. D'accord? Et donc, pour continuer toujours, c'est pas tout. Comme à chaque fois qu'il y a un problème inflammatoire, l'idée c'est de faire venir du sang, c'est de nourrir, et donc on va aller créer des nouvelles petites artérioles à partir des vasavasorum. Les vasavasorum, c'est les artérioles qui viennent nourrir les cellules musculaires lisses. Donc en gros, ça s'arrête théoriquement à la média, mais ça ne va pas jusqu'à l'intima. Et là, ça va jusqu'à l'intima, ça va dans la plaque, sauf que c'est des vaisseaux très fragiles qui risquent de s'abîmer et de donner ce qu'on appelle des hématomes intraplaques. Et pour ceux que ça intéresse, c'est souvent comme ça qu'on va caractériser parfois des plaques à risque de rupture, parce qu'on sait que quand il y a des hématomes intraplaques, c'est plus à risque. Donc ça peut se voir à l'IRM par exemple. On n'est pas encore, c'est pas de l'imagerie tout venant, mais ça existe. Et puis,
comme il y a une réaction inflammatoire, et vous savez, l'inflammation, c'est toujours les équilibres entre des choses qui se créent, des choses qui se mangent, etc. Et ben là, c'est pareil. Parfois, quand il y a beaucoup d'inflammation, on a la capacité de créer des espèces d'enzymes qui s'appellent des métalloprotéases, qui vont venir manger, grignoter la chape fibreuse et la rendre un peu plus fragile. Donc, vous voyez bien qu'il suffit qu'il y ait un épisode un peu plus inflammatoire, vous venez un peu grignoter votre chape fibreuse, vous avez un pic hypertensif, vous fumez une cigarette, vous êtes encore plus à risque de faire de la thrombose, ça pète, et puis vous faites le caillot. Et bien donc justement, les complications, quelles sont les complications de l'athérosclérose? On va aller un peu vite parce qu'il faut aller sur la OMI quand même. C'est donc d'installation progressive, c'est des plaques qui grossissent, qui viennent réduire le calibre, et donc c'est cette perte de charge hémodynamique dont on parlait dans les membres inférieurs, c'est la même chose dans les coronaires, c'est la même chose dans les autres artères, et donc on a une diminution, au moins quand il reste 70% de la lumière, et en dessous. Au-dessus, a priori, on a l'habitude de dire que c'est comme ça. En fait, on arrive suffisamment à apporter d'oxygène. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On n'apporte pas suffisamment d'oxygène, on passe d'un métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie, et donc on sécrète, on produit des déchets toxiques comme de l'acide lactique. C'est ça qui donne les crampes, les fameuses douleurs. Et donc, il faut le temps de s'arrêter. L'acide lactique est libéré, on reprend de l'oxygène, tout va bien. Et voilà. Et puis, toujours pareil, l'évolution un peu... parce que dans les conséquences, il y a deux types de conséquences. Celle d'installation progressive, celle dont je viens de vous parler, avec l'anévrisme que je vais vous parler, puis il y a celle d'installation aiguë, qui est un peu la complication redoutée. C'est l'athérothrombose, c'est-à-dire que votre plaque va se fissurer, elle va se rompre, et puis le contenu est déversé, on met à nu le sous-endothélium, il y a un processus thrombotique qui se crée, soit on va venir occlure l'artère directement, soit c'est un petit peu plus loin, on va venir emboliser d'autres artères, et ça donne une ischémie, et en absence de levée d'obstacle, on a de la nécrose. Donc c'est comme ça qu'on fait des AVC, des infarctus du myocarde, des ischémies aiguës de membres, des ischémies mésentériques par exemple. Et donc pour la complication chronique, d'évolution progressive, il y a également les anévrismes. Tous les anévrismes ne sont pas liés à l'athérosclérose. La plupart des anévrismes liés à l'athérosclérose sont situés au niveau de l'aorte abdominale sous-rénale, et lorsque c'est en périphérie, c'est plutôt les fémorales communes et les poplitées. Le processus, en fait, chez les patients qui ont des anévrismes, il y a toujours de l'athérosclérose multisite. C'est comme ça, en tout cas ceux qui ont des anévrismes d'origine athéromateux. Et ce qui est plutôt admis pour l'instant, c'est de dire que c'est pas exactement, c'est que l'athérosclérose ne se limite plus à l'intima, elle va jusqu'à la média, elle touche la média, et donc en touchant la média, elle va entraîner, elle va altérer elle va entraîner une espèce de protéolyse des fibres élastiques, donc on va perdre en élasticité, et puis elle va diminuer la résistance également, donc on va avoir un risque de fragilité des parois et donc de rupture. Donc un anévrisme, je vous rappelle, c'est une perte de parallélisme des parois artérielles avec un diamètre qui est supérieur à 1,5 fois le diamètre en amont. Et ce qu'il faut retenir des anévrismes, c'est que ça va toujours s'expandre. Ça, c'est normal, c'est la loi de Laplace. La même chose dans le cœur, c'est-à-dire que plus un cœur est dilaté, plus il se dilate. C'est la même chose pour un anévrisme, parce qu'en fait, on augmente la tension de surface. Voilà, et donc je disais, ça c'était la forme grave aiguë. Donc, la OMI, pourquoi la OMI? Parce que donc, la cause majeure, c'est l'athérosclérose. C'est quand même plus de 220 millions de personnes dans le monde. C'est 1 million en France. C'est important parce que c'est sous-diagnostiqué, et pourtant, c'est les patients qui meurent, 4% par an de mortalité, et 50% de ces patients meurent de maladies cardiovasculaires. D'accord? Il y a des facteurs de risque d'athérosclérose, mais on verra qu'il y en a qui sont plus importants. C'est-à-dire que le tabac, notamment, est un facteur de risque. Il y a l'hypertension, il y a aussi le diabète. Et puis, c'est une pathologie qui est responsable d'une morbidité importante parce qu'on ampute beaucoup. Et sur les 100 000 amputations annuelles, 80% sont d'origine vasculaire. Avec des symptômes qui sont parfois un peu complexes parce que ça peut être... Donc, parfois, c'est asymptomatique, souvent même. Parfois, c'est douloureux simplement à l'effort. Quelquefois, c'est au repos. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles trophiques.
Donc, juste, voilà, ce qui est important, c'est que la prévalence de l'AOMI au stade de claudication est d'environ 3 à 10% et plus de 15% chez plus de 70 ans. Ça, c'était une analyse groupée d'une étude de 2000. Et enfin, ils avaient fait une étude en Allemagne sur des patients âgés de plus de 65 ans. Alors, c'était à peu près 7000 patients, un petit peu moins. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient recherché l'AOMI, c'est chez ces gens-là. Et en fin de compte, chez tous ces patients de 65 ans. Et ben, il y avait 18% qui avaient de la OMI, donc c'est quand même énorme, et seulement sur ces 18%, 1 sur 10 qui présentaient une claudication. Donc c'est extrêmement important. Et pourquoi c'est important? Et bien pour ça. Parce que quand vous identifiez un patient à OMI, certes, ce n'est pas la plus grosse part de la maladie athéromateuse, mais pourtant, c'est ceux qui sont les plus graves. Parce que dans 39% des cas, ils ont une atteinte coronaire. Dans 10%, une atteinte cérébrovasculaire. Dans 13%, ils ont les deux. Ça veut dire que dans plus de 60% des cas, ils ont une autre atteinte d'un site artériel importante. C'est des patients qui vont mourir de maladie cardiovasculaire. On ne meurt pas d'une douleur dans les jambes, c'est vrai. Par contre, on meurt d'un infarctus, on meurt d'un AVC. C'est des patients extrêmement graves qu'il faut savoir dépister très tôt pour pouvoir mettre en place une prévention cardiovasculaire secondaire efficace et éviter l'infarctus du myocarde et les AVC. Alors, la clinique de la OMI, je vous l'ai dit, la plupart du temps, 2 tiers des patients, ils sont asymptomatiques. Et 2 tiers, on est gentil, vous avez vu tout à l'heure, hein, sur plus de 65 ans, en Allemagne, c'était beaucoup plus. Donc, c'est asymptomatique, ça veut dire qu'en gros, c'est simplement une modification, une perte de charge hémodynamique. Je vous rappelle, hein, c'est la définition. Ce n'est pas forcément lié à la douleur, le fait de faire une AOMI. L'ischémie d'effort, c'est la claudication. Donc, la claudication, c'est la douleur à la marche. C'est assez caractéristique, c'est un peu comme l'angor, c'est-à-dire que on a une douleur typique, musculaire, plutôt à type de crampe, qui peut être bilatérale, unilatérale, ça dépend de où est située la lésion, mais en tout cas, c'est une douleur un peu spécifique musculaire. Pour un périmètre de marche donné, on arrête la marche, 5 à 10 minutes, la douleur cesse, on reprend. Ça redonne une douleur à la même distance. Si on augmente la vitesse, la douleur apparaît plus vite. Si on augmente en termes de pente également. Et puis, il y a l'ischémie critique. On ne va pas voir ça du tout, hein. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. On va déjà faire le plus important, c'est-à-dire l'asymptomatique et l'ischémie d'effort. L'ischémie critique, qu'il faut avoir en tête, c'est différent de l'ischémie aiguë. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une évolution, dans un contexte d'AOMI de plus de 15 jours, soit donc de douleur de décubitus ou de troubles trophiques, avec une pression artérielle de cheville qui est inférieure ou égale à 50 mm de mercure. Il y en a beaucoup qui n'utilisent pas le côté pression artérielle, juste douleur de décubitus et troubles trophiques. Mais il faut quand même différencier l'ischémie critique, qui est une urgence, mais qui n'est pas une urgence absolue, contrairement à l'ischémie aiguë, qui est une urgence absolue nécessitant une prise en charge chirurgicale immédiate. Alors, dépister et diagnostiquer la OMI, quand est-ce qu'il faut le faire? Un peu tout le temps. Quand vous suspectez cliniquement une AOMI, alors là, je dirais c'est un peu évident, c'est-à-dire quand vous avez des abolitions des pouls, vous avez des souffles vasculaires, donc voilà. Il faut savoir quand même que les poupées d'yeux peuvent être absentes de façon congénitale, mais c'est pas grave, vous suspectez quand même. Et puis, lorsque les patients sont claudiquants, donc c'est ce que je vais expliquer, ou qu'ils ont des plaies qui ne guérissent pas. Les patients à risque, c'est-à-dire tout patient qui a de l'athérosclérose. En effet, c'est vrai que l'infarctus du myocarde, enfin, les patients qui ont des coronaropathies, on peut ou pas souvent une AOMI associée. Par contre, ceux qui ont de l'AOMI ont souvent l'infarctus, mais parfois c'est l'infarctus qui a parlé avant. Et puis, quand on a une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale chronique aussi, ça fait partie des recommandations. Et les patients asymptomatiques mais à risque, donc ESC 2017, les recommandations sont un peu vieillissantes, elles vont pas tarder, je pense, enfin c'est sûr, d'ici 2-3 ans à évoluer, mais il y aura des nouvelles recommandations de l'ESC, mais en tout cas, les hommes et les femmes de plus de 65 ans, les hommes et les femmes de moins de 65 ans qui sont au moins à haut risque cardiovasculaire. Dans le diabète, alors là, il y a eu des recommandations de 2023 de l'ESC. En fait, il n'y a pas de données, a priori, probantes qui permet de dire qu'il faut dépister l'AOMI chez les patients diabétiques à telle fréquence. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un facteur de risque important d'AOMI, notamment d'AOMI plus grave et d'AOMI distale, et donc il faut régulièrement évaluer la perfusion des jambes, ça c'est admis. Et puis les hommes et les femmes de plus de 50 ans qui ont des antécédents familiaux d'AOMI ou des facteurs de risque cardiovasculaire importants. Ça aussi, c'était des recommandations de l'ESC 2017. En gros, il faut pratiquement chez tout le monde aller palper les pouls et presque prendre une pression artérielle de cheville à partir du moment où vous avez
un facteur de risque cardiovasculaire. Alors, évidemment, ça n'a pas pris merde. Pardon. Alors, dépister et diagnostiquer une AOMI. Alors, j'essaie de me rappeler. Oui, donc, ce qui permet de dépister, c'est évidemment la clinique et mesurer les pressions artérielles. Par contre… Je pense qu'il y a un bug sur ta diapo. On voit des carrés. Ouais, je sais, et je sais pas. Essaye de revenir en arrière et remettre peut-être. Je sais pas pourquoi. Bon, après, on devine ce qu'il y a marqué, hein, mais… Alors, je vais vous le dire exactement, parce qu'en plus, même moi, je ne sais plus. Alors, ce que je disais, c'est le premier carré, c'est comment, point d'interrogation, celui qui est en noir. Donc, comment on dépiste et on diagnostique? Bah, le premier comment dépister ou diagnostiquer, c'est déjà à la clinique. Hein. Ça, c'est important. Ne faites pas des échos Doppler, surtout, à tout va. Déjà, ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est d'abord une clinique. Est-ce que le patient est claudiquant? Est-ce que j'ai des pouls? Est-ce que j'ai des souffles? Ensuite, le petit carré noir, comme ça, c'est les IPS. Ça, ce n'est pas vraiment pour le dépistage, c'est le diagnostic. En fait, donc, là, ce serait diagnostic. Et la mesure de la pression artérielle aux chevilles, et ça, c'est ça qu'on va voir. Ce n'est pas parce que c'est Messi qui est le soutien institutionnel. C'est juste que les IPS, c'est opérateur dépendant, ça prend du temps, et c'est très aléatoire quand on voit, enfin, je le vois dans le service, il suffit que l'externe l'ait fait, un interne, et puis ensuite un médecin, c'est jamais les mêmes. Une pression artérielle à la cheville, avec des appareils, des dispositifs comme on a maintenant, ça permet d'avoir une réelle mesure de la pression artérielle de cheville qu'on va pouvoir comparer à la pression humérale la plus haute, et on va voir comment. Et c'est ça qui est important, parce que c'est comme ça qu'on va dépister l'AOMI. D'accord? Et ça prend pas beaucoup de temps, ça ne demande pas d'avoir beaucoup de matériel, bien que ça peut coûter cher, mais l'avoir, ça permet quand même de bien dépister les gens. Et puis, il y a une autre façon de diagnostiquer, on va voir après, c'est l'index de pression systolique à l'orteil, le test Strandness également, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, ce qui est certain, c'est que les recommandations classe 1, niveau de grade C, c'est-à-dire consensus d'experts, il faut de façon régulière évaluer la clinique et mesurer les IPS pour dépister l'AOMI. Alors, les IPS, comment on mesure ça? Donc, pour ceux qui veulent, vous achetez un petit Doppler continu de poche et puis un brassard de pression artérielle. En fait, vous mesurez la pression artérielle aux deux bras. C'est important aux deux bras parce que souvent, quand on a de l'athérosclérose, on peut avoir des sténoses subclavières. Et donc, si la pression artérielle n'est pas la même, il faut prendre la plus haute. C'est elle le reflet de la pression artérielle. Très bien. Donc, vous prenez donc, les deux bras, vous prenez la plus haute et puis vous mesurez. Donc, vous mettez un brassard, vous repérez avec le Doppler l'artère tibiale antérieure au niveau de sa portion pédieuse, et puis vous gonflez le brassard jusqu'à ne plus entendre le flux. Une fois que vous n'entendez plus le flux, vous le dévissez lentement et vous dégonflez lentement le brassard jusqu'à entendre à nouveau un flux. Vous avez votre première pression, donc c'est la pression systolique au niveau pédieux. Et vous faites la même chose au niveau de la tibiale postérieure, donc en rétromalléolaire interne. Vous prenez sur la même cheville la pression la plus élevée des deux, entre la tibiale antérieure ou la pédieuse et la tibiale postérieure, et vous faites un rapport, d'accord, entre la pression de cheville, à gauche par exemple, et le bras le plus élevé, et la pression de cheville à droite, et le bras le plus élevé. À partir de là, vous avez un IPS. La normale d'un IPS, c'est 1 jusqu'à 1,40. On considère que jusqu'à 0,9, c'est limite, mais c'est bon. Ça, c'est issu des recommandations de l'ESC 2017. Quand on est en dessous de 0,9, c'est qu'on a une perte de charge, c'est une AOMI. C'est comme ça qu'on diagnostique une AOMI. Et enfin, au-delà de 1,40, c'est que les artères sont incompressibles, probablement parce qu'elles sont calcifiées, très fréquentes chez les patients insuffisants rénaux chroniques et diabétiques. Et donc là, il faut un écho-Doppler. Ce n'est pas normal. On pourrait presque dire que c'est une AOMI, mais il faut quand même un écho-Doppler pour aller plus loin. Et en tout cas, c'est anormal. D'accord? Donc, le brassard, le Doppler continu,
chaque artère est prise séparément. Vous prenez la plus haute de la cheville, que vous rapportez à la cheville, à la pression systolique humérale, donc au niveau du bras, la plus élevée entre les deux bras. Et donc, c'est ce que je disais. Oui? Non, il n'y a personne. Non. Ce que je disais tout à l'heure, donc la mesure de la pression artérielle aux chevilles, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de dépister. D'accord? Maintenant, il y a des dispositifs médicaux performants. Et bon, il faut le dire, mais si c'en est mieux. C'est plus rapide que la mesure des IPS et ce n'est pas opérateur dépendant. Alors, on va tenter quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Tu peux être en grand. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le son. Non, t'as pas le son. Alors, de toute façon, elle parle en anglais. Donc, toi-même. Donc, voilà. Donc là, elle va vous montrer, la jeune demoiselle, comment ça marche. Donc, c'est la même chose. Vous mettez, donc, en fait, vous avez les 4 brassards. C'est interdit de serrer les 4 en même temps. Hein. Ça se fait pas, parce qu'en fait, c'est presque un pantalon anti-choc. Donc, ça va se faire de façon intermittente. Mais l'idée, c'est que vous mettez les brassards, et puis il fait tout le travail pendant que vous êtes en train de rédiger le compte-rendu, et puis il va vous donner les mesures. Ça, c'est quand même super. Donc, si Messi veut bien me le donner, moi, je suis OK. Donc voilà, donc après vous avez une petite tablette et il y a d'autres en plus pour ceux qui travaillent en libéral ou qui travaillent vraiment en cardio, qui ont besoin. Il y a la possibilité d'avoir le CG, d'avoir le saturomètre pour faire les tests de marche de 6 minutes. Enfin, bref, je vais travailler pour eux, je suis vendeur. Mais en tout cas, moi je trouve ça super. Donc voilà. Donc là, elle est en train de montrer. Bon, on va peut-être pas regarder tout, mais l'idée c'est ça. Donc ça sert, elle est contente. Vous voyez. Donc, ça prend d'abord les 2 bras. Ça fait l'ongle de pouls. On ne va pas parler de ça, c'est un peu compliqué là. Mais c'est comme ça que ça repère, parce qu'il y a un bon algorithme. Et puis après, ça vous donne une espèce de compte-rendu avec les pressions, les ondes de pouls, et puis où vous en êtes. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Pour le coup, ça, c'est génial. En tout cas, les dispositifs qui permettent la mesure de la pression artérielle aux chevilles, c'est la vie. Ça permet le dépistage et le suivi. Le diagnostic, pas vraiment. En tout cas, c'est pas actuellement, c'est pas établi comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'études et que le diagnostic, ça reste théoriquement des IPS à faire, à mesurer via le Doppler continu et les brassards. Alors juste une question. Une question que j'ai vue de Johanna qui demande qu'en est-il de la valeur des IPS en cas de calcification de l'artère? C'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la médiacalcose. En fait, alors, soit c'est incompressible, si c'est compressible, ça vaut ce que ça vaut. Après, en effet, il faut toujours être vigilant chez les patients diabétiques et insuffisants rénaux chroniques parce qu'on peut avoir des IPS subnormaux en se disant, oui, mais en fait, c'est plutôt incompressible. Et donc, si le patient est symptomatique, ou la patiente, si vous avez des poux qui sont abolis, en tout cas, vous n'arrivez pas à les percevoir, si vous avez des souffles, si vous avez il faut aller là à l'écho-Doppler pour aller objectiver les choses. Mais en soi, une AOMI, on l'a dit tout à l'heure, c'est une perte de charge. Si vous n'arrivez pas à l'identifier, la perte de charge, voilà, et ce n'est pas forcément la douleur, et ce n'est pas forcément d'avoir des plaques dans les artères. Alors parfois, il y a des gens, il y a des praticiens, maintenant ça se bat un peu en disant, oui, mais quand l'artère est bouchée, mais que le patient n'a pas mal, et que en fait les 2 autres artères fonctionnent, ou qu'il y a eu des. Et puis qu'en fin de compte, les IPS sont dans la norme, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu le flou. Il y en a qui vont dire c'est de la OMI, d'autres qui vont me dire que ce n'est pas de la OMI. Dans tous les cas, on va voir, en fait, on va vite régler le problème parce que la seule chose qui va différencier celui qui va dire c'est de la OMI et pas la OMI, c'est la mise en place d'un traitement anti-agrégant plaquettaire. On en discute après dans la prise en charge, mais sinon le reste, c'est la même chose. C'est la prise en charge de l'athérosclérose et ça, il faut le faire de façon agressive quand on a de l'athérosclérose établie, peu importe où elle est. Ok, et une autre question de Stéphanie qui demande du coup, est-ce qu'on peut prendre du coup, faire une IPS avec un tensiomètre électronique si on n'a pas de Doppler? Alors, j'imagine avec un tensiomètre automatique, a priori, ça fonctionne, mais c'est pas fait pour.
Donc, en fait, ça va fonctionner sur, je dirais, la plupart des patients, avec quand même, pour l'avoir fait, quand on compare entre un dispositif qui a travaillé cela avec des brassards spécifiques, avec des algorithmes spécifiques, avec une façon de calculer spécifique, la pression n'est quand même pas la même. On peut avoir des fausses pressions, mais en soi, je dirais qu'en première intention, prendre le brassard que vous avez utilisé, alors un vrai brassard quand même, hein, celui que vous achetez en pharmacie pour les patients, bon là, ça va être quand même assez compliqué, mais un bon brassard que vous utilisez pour les bras, vous pouvez le mettre aux chevilles, ça peut faire le job, mais c'est pas, attention aux faux négatifs. Enfin, au fait que parfois les pressions peuvent être bonnes ou au contraire pas bonnes, mais ça c'est pas grave, parce que vous allez éventuellement aller faire un écho-Doppler. Voilà. Donc ça, c'est rapidement. L'index de pression systolique aux orteils, c'est justement quand on a des calcifications. Là où il n'y a pas de calcification, c'est au niveau des artères des orteils. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, le dispositif MESI le fait. Et donc, vous allez mesurer la pression et la rapporter à la pression humérale aussi. Et donc là, on parle d'AONI quand c'est en dessous de 0,7. Et puis, quand la pression au gros orteil est à 30 mm de mercure seulement, c'est un critère d'ischémie critique si en plus il y a la côté clinique. Le test sur tapis roulant, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand les lésions sont hautes, sont haut situées comme au niveau de la bifurcation aortique, au niveau iliaque, en fait, les pressions, elles sont normales au repos. Il n'y a pas de perte de charge. Par contre, quand vous faites un effort parce qu'il y a une augmentation du débit et que le flux devient un peu turbulent, là, il y a une perte de charge. Et c'est là où les patients ont mal. Et c'est là où vous pouvez prendre des mesures et dire, ah bah oui, on a bien une diminution de 30 mm de mercure de pression artérielle systolique de cheville par rapport au repos, et ou des IPS supérieurs à 20%, enfin, qui vont diminuer de 20% par rapport, c'est le signe inversé, par rapport aux IPS qui étaient au repos. Donc, c'est un test standardisé, vous marchez à 3,2 km/h sur une pente à 10%. Et puis, c'est comme ça qu'on mesure également le périmètre de marche relatif, c'est-à-dire au moment où les douleurs apparaissent, et le périmètre de marche absolu, c'est lorsque la douleur nécessite l'arrêt de l'activité, l'arrêt de la marche. Parce qu'en fait, quand vos patients vous marchez à combien, enfin, à quel moment vous avez mal, il y en a, tout le monde va vous dire 300, 500, 200, mais en fait, ça ne veut rien dire. Là, au moins, c'est un test standardisé, c'est pour tout le monde pareil, surtout les reproductibles. C'est chiant si ça fait ça tout le temps. Alors, la classification, de toute façon, on s'en fout parce que la classification de Méry-Fontaine, ça tombe bien parce que ça ne s'utilise plus. On l'entend partout, machin, mais c'est plus d'actualité. Maintenant, on préfère la classification simplifiée. Alors, vous l'aurez sur le diaporama que le site va vous transmettre. Mais en gros, il y avait quatre stades. Et en fonction si c'était symptomatique ou pas. Et puis, en fonction si c'est une claudication, c'est en fonction de si on fait plus de 200 mètres ou moins de 200 mètres, s'il y a des douleurs au repos et s'il y a des troubles trophiques. C'était les fameux stades. Pardon. Mais ça, on ne l'utilise plus. Maintenant, on utilise la classification simplifiée. En gros, on est en stade d'ischémie à l'effort. C'est à la marche, la claudication. Ou on est en ischémie de repos ou ischémie permanente. Et dans l'ischémie permanente, il y a un sous-groupe qui s'appelle le stade d'ischémie critique chronique. Là, c'est les patients très graves que nous, on a en salle. En gros, c'est les patients qui ont mal, qui ont des pressions toujours inférieures à 50, qui ont mal, qui ont mal tout le temps pratiquement, qui ont des troubles trophiques, et là, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout stade d'ischémie à l'effort, stade d'ischémie permanente ou ischémie de repos, c'est-à-dire des douleurs en décubitus. Ça, c'est assez caractéristique, avec notamment les réveils nocturnes, et les patients sont soulagés, la position jambe pendante. Alors, ça peut paraître, voilà, mais c'est vrai, ils le font vraiment, ils le font en plus instinctivement. C'était un peu le truc que moi, je pensais, le mythe du, voilà, c'est comme l'haleine chez les patients diabétiques, etc. Et en fait, non, c'est véritablement ça. Les patients le disent, ils le décrivent eux-mêmes. C'est vraiment assez caractéristique. L'écho-Doppler, enfin. Alors, donc, l'écho-Doppler artériel des membres inférieurs, il se prescrit quand on a un examen clinique anormal et des symptômes avec des IPS qui sont modifiés. D'accord? IPS inférieur à 0,9 ou supérieur à 1,4. Après, en dehors de ça, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller le faire, sauf si vous voulez aller rechercher de l'athérosclérose infraclinique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais qu'il y a de l'athérosclérose, très bien. Ça permet des fois, quand on fait un bilan un peu complet de l'athérosclérose, mais en soi, chez tout le monde, aller faire l'écho-Doppler, non. Préférez la mesure des pressions artérielles aux chevilles et faire un examen clinique et écouter le patient ou la patiente.
Là où vous pouvez le faire de façon systématique, c'est dans le dépistage ou la découverte de l'anévrisme de l'aorte, parce que ça fait partie des recommandations. Il faut dépister l'anévrisme de l'aorte abdominale chez les patients, a priori, selon les recommandations ESC, dès 65 ans. Alors évidemment, ce n'est pas fait, mais surtout s'ils fument, et puis surtout s'il y a des antécédents familiaux d'anévrisme, il faut commencer dès 50 ans. Alors à quoi ça sert de faire un échodoppler artériel? Ça va permettre déjà d'affirmer la nature athéromateuse des lésions. Je vous ai dit, il y a d'autres causes rares, mais des causes, donc il faut quand même aller voir. Et donc, on va aller regarder s'il y a des plaques, et puis on va aller mesurer les vitesses. Ça, on va en parler tout à l'heure. Et puis, ça va permettre aussi de préciser un peu la topographie, les possibilités d'angioplastie, bien que l'angioplastie, il faut y aller au dernier moment, quand c'est vraiment nécessaire. Ah, purée. Alors, ça, c'était pour quantifier les sténoses. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment on évalue une sténose avec un échodoppler. Ce n'est pas je regarde l'artère, je mesure le diamètre et je me dis ah tiens, il y a une sténose de 60%, il y a une sténose de 60% parce que la plaque vient occuper 40% de la lumière artérielle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si l'échodoppler est doté comme ça, c'est un mauvais échodoppler. C'est pas comme ça qu'on mesure des sténoses. En fait, on les mesure par des vitesses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la physique. Quand vous prenez un tuyau d'arrosage et que vous mettez votre pouce au niveau du tuyau, plus vous allez resserrer et limiter l'espace de la lumière du tuyau, et plus vous allez avoir une accélération du flux. C'est la même chose dans les vaisseaux. Et donc, c'est en fonction de cette vitesse systolique maximale que vous allez quantifier le degré de sténose. Normalement, quand il n'y a pas de sténose, la vitesse systolique, elle est inférieure à 150 cm/s. Quand il y a une sténose d'au moins 50%, c'est plus de 200 cm/s, et plus de 70%, c'est plus de 400 cm/s. Au-delà, c'est déjà difficile de savoir si on est à 90, 70, etc. On va plutôt comparer, faire des rapports entre les vitesses, mais bon, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est de comprendre que si vous n'avez pas des vitesses dans votre échodoppler, votre compte rendu, c'est qu'il est mal fait. Ça veut dire que vous l'avez fait faire chez un radiologue et que c'est de mauvaise qualité. Un échodoppler de qualité, c'est soit un bon radiologue qui a l'habitude d'en faire et qui le fait bien, sinon c'est des médecins vasculaires ou éventuellement des cardiologues qui ont été formés, parce que c'est comme ça qu'on va quantifier une sténose avec avec vraiment des mesures de vitesse qui vont quantifier et une analyse du flux. Super, parce que là, ça aurait été compliqué de le décrire. Donc, les analyses des flux qui vont se retrouver en aval de la lésion. Un flux normal, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a une branche ascendante qui est rapide, une branche descendante rapide, une composante diastolique qui est le petit, donc avec un petit rebond là, et qui se termine au niveau de la ligne de base. D'accord? Ça, c'est important. Quand la ligne revient d'ailleurs à la ligne de base, comme ça, c'est qu'on dit que le flux, il est pas continu. Alors que quand il revient pas, comme là, on dit que c'est un flux continu. Et ça, c'est le mauvais signe. Hein? Donc, quand on parle dans le compte-rendu, vous allez voir, ils vont vous dire, il y a un flux démodulé. Démodulé, c'est ça, c'est qu'on perd, vous voyez, toutes ces branches. Il n'est plus comme ça, là. Un flux démodulé. Il est plus triphasique comme ça. Ensuite, on va parler d'amortissement. On va vous dire le flux est amorti. Ça, c'est encore un signe de modification de flux. Le flux est mauvais. C'est-à-dire que vous voyez, on a un temps, normalement, cette branche, elle est rapide. Là, non, elle est plus lente. Et puis, vous allez voir un ralentissement, c'est-à-dire que vous avez un signal beaucoup plus petit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas de lésion, on a un flux qui est bien modulé, triphasique, qui n'est pas amorti, qui n'est pas ralenti. Tout va bien. Lorsqu'on a une lésion entre 40 et 50%, donc je vous rappelle, 50%, c'est à peu près 200 cm/s, d'accord? Donc, on est là. Et bien, qu'est-ce qu'on se passe? Avant la lésion, tout va bien parce qu'il n'y a rien qui gêne. Donc, le flux est triphasique. Au moment où on arrive sur la lésion, là, vous voyez, il y a une espèce d'accélération. C'est ça l'accélération. Là, vous allez le mesurer. Et puis après, vous allez avoir un flux potentiellement normal parce que
il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Là, on dit qu'il n'y a pas de retentissement hémodynamique. Le flux il est revenu à la normale. Il y a une sténose de l'ordre de 40 à 50% parce qu'on a une accélération du flux au niveau de la sténose. Par contre, il n'y a pas de retentissement hémodynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une démodulation, on n'a pas un flux amorti, on n'a pas un flux ralenti. Enfin, quand les lésions sont supérieures à 70, là comme là, vous voyez, le flux est normal au début. Là, on a une belle accélération et en plus, le flux, il est dit continu, il ne revient même plus à la ligne de base. Il est démodulé, d'accord? Et puis là, après la lésion, qu'est-ce qui se passe? Il est amorti et ralenti et il est continu parce qu'il ne va pas toucher le truc. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une classification qui s'appelle la classification Saint-Bonnet, que personne n'utilise, mais que les médecins vasculaires utilisent, qui permet de dire un peu comment est le flux après. Et en fonction, ça c'est normal, il y a un début de perturbation, perturbé, etc., jusqu'à il n'y a pas de flux du tout. Et donc, c'est ça qui devrait être utilisé pour parler de après la lésion. Et sur la lésion, on devrait utiliser les vitesses pour caractériser la sténose. OK. Ensuite, quand on a l'écho-doppler, ils vont vous dire donc où sont les lésions, qui est bouché, qui a une sténose, est-ce qu'il y a un retentissement d'aval et comment il est, avec comment est le flux. Et puis enfin, est-ce qu'on a les axes de jambes, est-ce qu'il y en a bien 3? Est-ce que c'est repris? Parce qu'il y a aussi des histoires de reprise, c'est-à-dire qu'on a une capacité de créer des collatérales. Et puis je vous avais dit, il y a la fémorale profonde, la fémorale superficielle. Et parfois, quand la fémorale superficielle est bouchée, la fémorale profonde prend le relais et donc vient nourrir après la lésion. Et donc, en fait, on a une reprise. Mais le flux va quand même être modifié. Mais ça va être décrit. Il y a une reprise. Et tout ça, on va voir dans le traitement que c'est un intérêt. Alors, la prise en charge, c'est évidemment en collaboration avec le médecin vasculaire et ou le cardiologue. Alors, ça, c'est très important. Diagnostiquer, pour dépister une AOMI, il faut qu'il ait une consultation médecine vasculaire ou cardiologue. Pourquoi? Déjà parce que, je vous l'ai dit, 60% d'atteinte des autres sites artériels, et puis parce que il va falloir faire de la prévention cardiovasculaire active. Et donc la prise en charge, c'est un peu deux choses, c'est la prise en charge de l'athérosclérose et la prise en charge de l'AOMI. Alors ça, vous aurez toute une fiche qu'on va vous donner, mais ça fait partie de cette fiche-là. Donc, comment on fait quand on prend en charge l'athérosclérose? La première étape, c'est ça. Déjà, c'est sevrage tabagique, modification thérapeutique du mode de vie. Ça paraît... mais c'est extrêmement important. D'abord, le sevrage tabagique. Je rappelle, un patient, donc c'est pour un infarctus, je n'ai pas les chiffres pour les... Donc, un infarctus, je fume, si j'arrête, 50% seulement arrêtent de fumer après l'infarctus, et pourtant, ceux qui fument, 50% de risque de récidive, le plus par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. Donc, le sevrage tabagique, ça passe par des traitements nicotiniques de substitution, aller sur Tabac Info Service, trouver des tabacologues à proximité des patients, donnez-leur l'adresse sur une ordonnance en disant « Allez voir cette personne ». C'est toujours ça d'avoir ça sur eux. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, mais c'est toujours mieux de le faire. Et puis la modification thérapeutique du mode de vie, c'est essentiel. C'est un rééquilibrage alimentaire, on ne peut pas en parler là, ça va prendre trop de temps. Et la pratique d'une activité physique. Ensuite, les médicaments qu'il faut mettre, c'est statine, IEC ARA2, anti-agrégant plaquettaire, seulement si la OMI est symptomatique. Pourquoi? Parce que dans les études, ça a été montré comme ça, et encore même dans la OMI symptomatique, de toute façon, les anti-agrégants plaquettaires, c'est des vieilles études. À l'époque, il n'y avait pas les statines, on ne traitait pas l'hypertension comme ça. Et en fait, on est resté là-dessus, mais probablement que ça ne fait pas grand-chose. Et que ce n'est pas aussi important en prévention secondaire, mais chez tout le monde, même dans l'infarctus, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, et on n'est pas prêt de refaire des études, parce que ça ne coûte rien, les anti-agrégants plaquettaires, donc les labos s'en fichent. Donc, en tout cas, ce qui est admis, c'est que seule l'AOMI symptomatique doit bénéficier d'un anti-agrégant plaquettaire, plutôt du cardégique. Le Plavix, pourquoi pas, clopidogrel. Attention, il y a quand même 20 à 30% de la population qui peut être résistante au clopidogrel. C'est génétique. Donc parfois, il y a des gens pour qui le clopidogrel ne sert à rien. Il faut faire, et ça se fait qu'à l'hôpital, le test génétique. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Donc, ça, la statine, l'idée de l'ESC, et ça c'est depuis 2021, et ça a été pris
je dirais, enfin, ça s'est inspiré des diabétologues, c'est que l'idée, c'était de faire quoi? C'était ça marche mieux, on atteint plus vite, mieux les objectifs, et on fait aussi bien en termes de morbimortalité cardiovasculaire si on y va progressivement. Donc l'idée, c'est de dire, déjà, on va prendre votre LDL de base, LDL cholestérol, on va le diminuer d'au moins 50% de sa valeur initiale, et on vise dans un premier temps un objectif 1,8 mmol par litre, soit 0,7 g par litre. Ensuite, l'IEC LARA2, avec ou sans hypertension artérielle. Bien entendu, s'il y a une hypertension artérielle, déjà, c'est recommandé de commencer par une bithérapie. Il faut au moins un IEC LARA2, et puis ensuite, soit un diurétique thiazédique, soit un inhibiteur calcique. Il y a certaines études qui auraient dit que les diurétiques thiazédiques, ça pourrait augmenter les amputations chez les patients à OMI. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que pour l'instant les spécialistes le prennent, donc peu importe, diurétique thiazédique ou inhibiteur classique. Mais ici, l'IEC LARA2, c'est l'étude HOP. C'est une étude, et One Target qui a montré que les ARA2 faisaient aussi bien que les IEC. En fait, c'est qu'on s'est dit, on a vu que chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires, lorsqu'on met un IEC à dose maximale, on prévient les événements cardiovasculaires, probablement parce que ça joue sur la dysfonction endothéliale, probablement parce que ça joue sur le myocarde, probablement parce que ça réduit la pression artérielle, pour plein de raisons, mais en tout cas, donner un IEC à un ARA2, c'est obligatoire dans la OMI, peu importe son niveau de pression artérielle. Alors évidemment, s'il a une pression artérielle qui n'est pas très élevée, c'est quand même assez rare chez les patients à OMI, et ben on commence doucement. Mais en fait, un patient chez qui on va donner un antihypertenseur qui n'est pas hypertendu, si on y va doucement, il va rester normotendu. Évidemment, cas particulier, la personne âgée, les personnes déshydratées, etc. Et quand je dis personne âgée, c'est plus de 80 ans. Donc, statine, IEC ou ARA2 à défaut, anti-agrégant plaquettaire. On vise une pression artérielle en premier objectif en dessous de 140-80, si toléré en dessous de 130-80. La deuxième étape, vous voyez le patient, là, c'est on va intensifier le traitement. Ça va être en fonction des comorbidités, évidemment, de la fragilité, du niveau de risque résiduel, mais là, le niveau de risque, il est extrêmement élevé. Il a une AOMI, on sait que c'est les gens qui sont les plus graves. Et puis, on va toujours faire la balance bénéfice-risque, évidemment, des thérapeutiques. Et donc là, on va aller plus loin. On veut un LDL en dessous de 1,4, c'est-à-dire 0,55 g par litre. Ça, c'est le niveau, le taux de LDL d'un nouveau-né. D'accord? C'est ça. En fait, si on a ce taux-là, on ne fait pas de plaque. A priori. Et puis, la pression artérielle en dessous de 130-80. Ça, si toléré, bien entendu. Je vous rappelle, 2/3 des patients avec AOMI ont une atteinte d'au moins un oxyde artériel, donc consultation avec cardiologue. Et on va rechercher les autres sites. Alors, rechercher, c'est déjà de la clinique. Ça ne sert à rien de se jeter sur une épreuve d'effort. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut arrêter de revasculariser les patients au niveau coronaire, je vous le rappelle. Il y a que les coronarothérapeutes qui veulent faire ça, mais il faut arrêter. Il y a je ne sais combien d'études, ischémia, etc., qui ont montré qu'il fallait arrêter de revasculariser des gens qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas évidemment un tronc commun ou je ne sais quoi. Il y a des cas particuliers, mais quelqu'un qui cliniquement va bien, qui n'a pas de symptômes, donc, et qui est au traitement médical optimal, ça suffit. Donc, si vous voulez vous rassurer, vous lui faites éventuellement un scanner injecté des coronaires, vous allez voir qu'il y a des sténoses, bon, très bien, vous n'en ferez pas grand-chose, parce qu'en plus, le risque, c'est de dire quoi? Ben, on va faire une épreuve d'effort. Vous allez faire une épreuve d'effort, il n'y aura pas grand-chose, mais quand même, on a un doute, donc on va faire une coro, et il va finir avec son stent, pour rien. Donc, attention, ne vous jetez pas sur les épreuves d'effort, ça va faire grincer les dents les cardiologues, mais il faut y aller de façon, enfin pas tous d'ailleurs. Et puis donc un échodoppler des TSA, notamment si vous avez des souffles, ça peut être intéressant, mais pas forcément, voilà, de toute façon dans tous les cas ça ne changera rien à la prise en charge, à part s'il a fait un AIT, un AVC, etc. Mais c'est plutôt pas recommandé d'aller opérer les carotides quand elles sont asymptomatiques, surtout quand le traitement médical est optimal, encore une fois. Donc consultation cardiologique, on l'a dit. Ce qui est par contre admis, c'est de faire une échographie cardiaque. D'abord parce que les patients avec AOMI sont souvent insuffisants cardiaques, et ça c'est bien d'aller le voir. Et puis parce que c'est le premier examen, c'est pas douloureux, c'est facile d'accès, c'est pas irradiant, et vous allez pouvoir voir s'il y a une dysfonction. S'il y a une dysfonction, il y a des ventriculaires, diastoliques, systoliques, qui pourraient faire penser à une anomalie de perfusion, là vous irez plus loin.
Et puis l'écho-doppler des troncs supraortiques, c'est ce que je disais, c'est pas systématique. Et puis enfin, il y a la prise en charge de la OMI. Et donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est la rééducation vasculaire. En fait, ça va permettre de développer les collatéralités, c'est que vous allez être votre propre chirurgien. En gros, il faut dire aux patients que les artères, c'est comme une autoroute. Lorsque l'autoroute est bouchée, qu'est-ce qu'on fait? Waze vous dit de sortir, de prendre une départementale, une communale, bref, c'est la merde, vous avez plein de bouchons. Et donc, qu'est-ce que fait la région? L'été suivant, elle met le paquet, elle en fait une voie rapide. C'est exactement la même chose au niveau des artères des membres inférieurs. Vous allez marcher, vous marchez donc une marche active jusqu'au début de l'essoufflement, 30 minutes par jour environ, 5 jours par semaine. Il faut vraiment sacraliser ce moment. C'est pas quand je vais faire mes courses, quand je vais au travail. Non, non, c'est 30 minutes, c'est comme un médicament. Vous avez 30 minutes de médicament par jour. Et donc, vous faites cette marche, vous avez mal, vous pouvez diminuer, soit c'est supportable, vous continuez, vous pouvez diminuer en vitesse si ça permet de continuer. Si vraiment ça fait trop mal, vous vous arrêtez. Vous attendez que ça passe et vous continuez. Vous ne craignez rien au niveau de vos muscles, c'est pas comme une douleur thoracique où là, on conseille vraiment de s'arrêter. Mais par contre, pour les jambes, il n'y a pas de souci. Et c'est que quand vous avez mal, que vous demandez à votre organisme de créer des collatérales, que vous sécrétez des éléments pro-angiogéniques. En fait, si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas avoir mal, mais en fait, vous n'avez pas besoin de collatéral puisque vous restez dans votre zone de confort. C'est bien de le faire tout seul, c'est encore mieux quand c'est supervisé. Donc, activité physique adaptée, kiné, ça peut être fait. Et alors, le mieux, c'est les centres de rééducation où là, c'est sur tapis avec des éducateurs en activité physique adaptée, faire du vélo, etc. On réévalue à 6 à 12 mois après la rééducation et c'est seulement là qu'on voit s'il y a une prise en charge chirurgicale qui est possible, en dehors, évidemment, d'un cas très grave où le patient a une ischémie de repos, avec une mise en jeu, un risque d'occlusion complète d'une iliaque commune où on va perdre la jambe, etc. Mais le patient tout venant, claudiquant, vous avez fait, c'est l'artère fémorale superficielle qui a une sténose de l'ordre de 70 à 90%. Il y a en effet un retentissement hémodynamique. Vous avez des IPS aux alentours de 0,7. Le patient, au début, il ne pouvait même pas marcher. Puis, au fur et à mesure, il marche. Il va augmenter son périmètre de marche. Et en fait, au bout de 6 à 12 mois, il n'a pas besoin de chirurgie. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude Princeps Clever en 2015 qui a montré qu'il y avait un bénéfice dans le temps et dans la distance et la vitesse de marche de la rééducation par rapport à la revascularisation. Même la revascularisation avec rééducation. C'est-à-dire qu'en fait, le stent, ça finit par se boucher. C'est aussi vrai dans les coronaires, mais c'est encore plus vrai dans les jambes, sachant que quand même, les patients AOMI sont des patients qui sont jamais, très rarement, à l'objectif au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, parce qu'ils sont souvent un peu laissés pour compte. Et en gros, ils fument, ils ont encore du cholestérol, ils ont encore un diabète qui n'est même pas diagnostiqué. Et donc, aller poser des stents chez ces gens-là, c'est les amputer et les faire mourir. En gros, quand on revascularise un patient, on augmente son risque de mourir et d'être amputé. Donc, c'est non systématique. En cas de persistance des symptômes qui altèrent la qualité de vie, ça, c'est les recommandations officielles de l'ESC. 6 à 12 mois de rééducation vasculaire bien suivie. Il faut optimiser les facteurs de risque avant la chirurgie. C'est extrêmement important. Ça permet de s'assurer d'une meilleure qualité opératoire, péropératoire, faire les vaccinations, faire perdre du poids aux patients, arrêter de fumer, etc. Ça permet d'aller sereinement vers la chirurgie. Et enfin, il ne faut pas oublier, parce que ça, c'est le gros problème, on m'a mis un stent, j'ai plus mal, je suis guéri, c'est pas vrai. Il faut poursuivre l'autorééducation à la marche et le suivi vasculaire après une revascularisation, parce que sinon, en fait, ça va finir par se boucher un stent. C'est toujours comme ça. Donc, si vous ne marchez pas tous les jours, si vous ne créez pas de collatéral pour que le jour, au moment où votre stent va se boucher, que vous n'ayez pas une suppléance, et vous allez de nouveau avoir mal, vous allez vous représenter, vous allez avoir un chirurgien véreux qui va vous dire pas de souci, je refais cette fois-ci je vais faire une recanalisation, je vous pose un stent, et puis ensuite au bout d'un moment il va dire je vous fais un pontage, et puis après il va vous dire je ne sais pas, aller en médecine vasculaire. Donc voilà, pas de surveillance écho-doppler systématique chez les patients claudiquants, par contre c'est systématique, c'est annuel en cas de chirurgie, en cas d'aggravation, de persistance de douleur, de présence d'un anévrisme qui doit se surveiller naturellement. Par contre, la surveillance régulière des IPS, et d'où l'intérêt des dispositifs médicaux, et c'est surtout la clinique, c'est comment vont les patients. Et puis, est-ce qu'ils marchent? Il faut les faire marcher, il faut les faire sortir du PMU et de leur canapé.
parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile chez les patients à OMI, qui sont quand même globalement plus vieux, qui viennent de milieux souvent plus défavorisés, qui cumulent de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire et pour lesquels il y a une certaine quand même une résistance au changement. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les gens sont encore là? Est-ce que vous êtes endormis? Je ne sais pas. Merci à toi, Thibaut. C'était très intéressant. Et on a encore 230 connectés, donc je pense que les gens sont encore là. Il y a pas mal de questions. Ouais. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu dans l'ordre. Donc, alors, il y a Agnès qui demande si pour les diabétiques, comme tu l'as indiqué, les IPS sont parfois non interprétables. Est-ce que du coup, tu préfères, toi, de prendre la pression à la cheville ou aux orteils? Je pense Alors, en fait, ça va dépendre. Moi, j'ai beaucoup de patients diabétiques. Je prends la pression artérielle aux chevilles ou les IPS et ça suffit amplement. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils sont diagnostiqués à OMI déjà, bon, vous allez pouvoir suivre un peu l'évolution des ETS, mais ils ont la OMI en fait, hein, et donc le plus important, c'est la clinique. Par contre, pour dépister, de prendre systématiquement la pression aux gros orteils, je dirais, je ne sais pas ce que disent les études, c'est vrai qu'on va au moins s'affranchir du risque de médiacalcose, pourquoi pas, mais ça coûte quand même de l'argent et c'est un peu long et parfois c'est fastidieux à faire. Donc moi, je dirais comme ça, en dépistage tout venant, chez les patients diabétiques non compliqués, la mesure aux pressions artérielles aux chevilles, ça suffit. À partir du moment où vous commencez à avoir des IPS un peu hauts, qui avoisinent les 1,3, 1,4, posez-vous des questions. Est-ce que le patient a mal? Est-ce que vous sentez bien les pouls? Est-ce que vous avez des souffles? Et puis, souvent, ces patients qui ont de la médiacalcose, c'est quand même des patients diabétiques compliqués, qui ont des micro- et des macro-angiopathies. Et donc, en fin de compte, sont déjà très haut risque cardiovasculaire. Ils ont déjà le traitement médical optimal. Et en fait, il n'y a pas trop d'enjeux à diagnostiquer la OMI, si ce n'est les faire marcher pour créer des collatérales. Mais d'un point de vue du traitement de la maladie athéromateuse, on est déjà. D'accord, merci. Il y a Gabriella qui demande que faire si le patient il a une AOMI et puis aussi une neuropathie. Et donc, il est asymptomatique de son AOMI. Alors, c'est justement, c'est là, c'est toutes les impasses. C'est toute l'impasse de ces problèmes-là. Enfin, en fait, c'est le problème de cette définition, parce qu'en fait, c'est soi-disant une perte de charge. Après, on l'a dit, encore une fois, c'est une perte de charge, c'est pas, normalement, pour définir, c'est pas la douleur. Mais pour mettre le traitement anti-agrégant, c'est la douleur. C'est compliqué. Je dirais que j'ai jamais vu de patients qui avaient des neuropathies qui étaient complètement asymptomatiques. Souvent, les neuropathies, au contraire, c'est qu'ils ont des neuropathies et les gens pensent qu'ils ont une AOMI et nous, on est là pour faire la part des choses entre la neuropathie qui donne soit des paresthésies, soit de l'allodynie, soit des douleurs neuropathiques et la OMI. C'est un peu compliqué, j'avoue. Je pense que c'est au cas par cas, c'est un peu particulier. J'aurais tendance à dire que dans tous les cas, s'il a pas mal et que les IPS sont modifiés, il a une AOMI, et que l'introduction de l'antiagrégant plaquettaire se fera surtout en fonction des lésions au niveau des membres inférieurs et de l'aspect, enfin de l'arbre artériel global, ou comment est le patient, quels sont ses facteurs de risque, quel est son niveau de risque. Et à partir de là, on jauge et on dit oui, on met l'antiagrégant, mais parce que même s'il a pas mal, d'abord il a une neuropathie et en plus, vu les lésions, il aurait mal s'il n'avait pas de neuropathie. Ok. Il y a Mathieu qui demande est-ce que toi tu utilises du coup les scores 2 ou score 2 OP afin de définir un objectif de LDL cholestérol? Alors, oui, mais en prévention primaire. C'est-à-dire que je rappelle que le score 2 OP, le score 2 diabète, qui est récemment paru, sont des scores extrêmement intéressants qui permettent de stratifier le niveau de risque cardiovasculaire chez les patients apparemment en bonne santé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'athérosclérose documentée, à la fois sur le plan clinique, mais aussi sur le plan de l'imagerie. Ici, à partir du moment où votre patient ou votre patiente a une AOMI, c'est de la prévention secondaire. L'évaluation via ces scores-là ne marche plus. Vous êtes à très haut risque cardiovasculaire. Vous devez donc appliquer des objectifs très stricts de LDL cholestérol par étape, mais l'idée à la fin, c'est d'avoir en dessous de 0,55 g par litre, une pression artérielle en fonction de l'âge 140-80, 130-80,
et puis le reste des facteurs de risque à contrôler. Et puis surtout, si on est en prévention secondaire, a priori, c'est un antiagrégant plaquettaire. Donc le score 2, HOP, le score 2 diabète, c'est très bien, mais en prévention primaire, jamais quand on a une athérosclérose, qu'elle soit documentée ou à l'imagerie. Enfin, documentée cliniquement ou à l'imagerie. Enfin. Ok. Il y a Karen qui demande si, quand on veut du coup obtenir un certain objectif de LDL cholestérol chez le patient qui a une AMI, est-ce que la AMI est une indication aux anti-PCSK9? Parfaitement. Alors, l'AMI, du coup, une indication. Est-ce qu'elle est symptomatique pour être une indication ou... Alors, non, en fait, l'AOMI, c'est à partir du moment où il y a une AOMI, mais les indications, c'est surtout le remboursement. Il est conditionné qu'à partir du... Parce que c'est l'évolucumab. En fait, il y a 2 actuellement anti-PCSK9 qui sont des anticorps monoclonaux pour le moment. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a un autre qui va arriver qui, lui, va jouer sur l'ARN messager. Il sera sur 6 mois. Donc, c'est encore autre chose. Mais là, c'est des injections à peu près tous les 14 jours pour l'évolucumab, qui est donc le Repata, pour ne pas citer de nom commercial. Et en fait... a priori, l'indication, elle existe parce que ça a été testé chez les patients artériopathes et oui, ça fonctionne et oui, ça diminue le risque cardiovasculaire. Mais dans les études, ce médicament a été mis chez les patients qui avaient des statines de haute intensité. Donc déjà, le seul médicament actuellement en hypolipémiant qui a montré une diminution de la mortalité cardiovasculaire, en plus de diminuer le LDL cholestérol, c'est les statines. Donc, les statines doivent rester la première chose déjà. Et recommandation classe 1A de l'ESC, patient athérosclérose, statine de haute intensité jusqu'à dose maximale tolérée. Ensuite, si ce n'est pas assez, on peut mettre de l'ézetimibe. Et puis, si ce n'est pas suffisant, vous avez le droit de proposer. Donc, vous voyez, il faut que, pour que la Sécu rembourse, et après avoir fait une demande d'entente préalable, que pour certains spécialistes, cardiologues, médecin vasculaire, médecin interniste, peut-être endocrinologue, il faudrait voir. Et donc, à ce moment-là, s'il y a bien la statine, il y a bien les étimibes, et que le cholestérol est quand même supérieur à 0,7 g par litre, vous pouvez prescrire donc, cet anti-PCSK9, que les IPA peuvent renouveler d'ailleurs, mais pas les prescrire en première intention. Et donc là, oui, vous pouvez le faire. Donc, il n'y a pas de question que ce soit... en fait, c'est juste qu'il y a une AOMI, donc c'est perte de charge, c'est ça la définition, hein, c'est des IPS modifiés. Pour lesquels il y a déjà un traitement hypolipémiant optimal et qu'on n'atteint pas la dose de LDL cholestérol, contrairement à l'alirocumab qui a eu une indication, qui a eu une AMM pour quand les patients sont en... donc l'alirocumab, c'est que chez les patients qui ont fait des infarctus du myocarde ou des SCA dans la première année, et il y a une indication chez les patients qui sont intolérants vrais aux statines, mais il faut les étimuler quand même. Ce n'est pas le cas avec le Repata pour l'instant. Ça coûte trop cher. Ok. Il y a Rosen qui demande, quand le patient qui a une AMI présente des troubles trophiques, donc au dernier stade, est-ce que l'activité physique que je recommande va toujours être aussi efficace? Ou c'est peine perdue? Alors, oui. De toute façon, l'activité physique, c'est le meilleur médicament qui existe. Donc ça, oui, c'est efficace. Cependant, le problème, c'est quand on a des troubles trophiques, il y a souvent des moments où on ne peut pas avoir d'appui sur le pied. Donc, ce n'est pas le moment, au moment où c'est aigu, de dire, bon, bah, allez, Coco va marcher. Parce que de toute façon, quand on a des troubles trophiques, on est dans un cas particulier. Hein, ce n'est pas ce qu'on a vu ce soir. On est dans l'ischémie critique. On est, en fait, il y a une anomalie d'origine vasculaire qui entraîne des troubles trophiques. Il faut revasculariser. Là, il n'y a plus de... Là, il n'est pas question de savoir est-ce qu'on va mettre un stent ou pas. Là, c'est une question de survie du membre. Donc oui, il faut revasculariser. Et c'est presque parfois, mais c'est compliqué parce que c'est des décisions qui sont prises collégialement avec des radiologues, avec des chirurgiens, avec les médecins vasculaires, avec parfois des infectiologues, etc. Parce que c'est toujours très compliqué. Mais donc, l'activité physique après la cicatrisation, oui. Au moment où on a des troubles trophiques, et si c'est véritablement d'origine artérielle, c'est une indication à une revascularisation. Ok, très bien. Quentin qui demande qui dit qu'il a entendu parler de la TCPO2. Est-ce que c'est ça la mesure qui est effectuée du coup à l'orteil? C'est ça comme non, c'est encore autre chose. Encore autre chose, d'accord.
C'est encore autre chose. On va mesurer en fait la teneur en oxygène. C'est un peu comme une saturation. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il faut une bonne température. Il ne faut pas que le capteur se déplace. Il ne faut pas que la personne transpire, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais ça existe. En effet, ça permet. En fait, c'est l'histoire de voir un indicateur de la bonne perfusion. Alors, sous réserve qu'on respire correctement, c'est de mesurer l'oxygène au niveau des tissus. C'est ça. Ok. Anaïs qui demande, en cas d'œdème, elle a besoin de précision sur la compression, les bandes inélastiques, allongement court, multitype en fonction de l'IPS ou de la tolérance. Je crois qu'elle parle plutôt du côté veineux là, non? Alors en fait, parfois, donc ça c'est encore un peu complexe. En fait, parfois, les patients ont aussi de l'insuffisance veineuse, parce que ça c'est pas rare, l'insuffisance veineuse. Et donc quand il y a de l'insuffisance veineuse et qu'il y a des œdèmes, comment on fait quand les patients ont de l'AOMI? Le coût du l'AOMI, ça contre-indique absolument les bas, enfin les chaussettes de compression, les bas de compression, etc. C'est pas vraiment vrai, c'est plutôt même faux. En fait, c'est surtout beaucoup de tolérance, évidemment. Mais nous, la plupart de nos patients ont des bas de compression quand ils ont de l'insuffisance veineuse et ça se passe très bien. Ce qui est plutôt admis, c'est qu'on considère que tous les dispositifs, genre, pour ne pas les citer, Urgo K2, etc., qui sont là des compressions assez importantes, il faut au moins 0,8 IPS. Et sinon, c'est plutôt 0,6 pour tout ce qui est chaussettes de compression, etc., de classe 2. Voilà. Ça, c'est des vieilles recommandations de l'HAS. Je ne pourrais pas dire plus. Ok, de toute façon, il y a un webinaire qui va arriver bientôt sur les problèmes veineux. Ah, bah c'est magnifique. On a complété le tien. Oui. Une dernière question, parce qu'il est un peu tard. Il y a plusieurs personnes qui demandent du coup que tu nous dises de façon un petit peu sommaire peut-être ton quotidien en tant qu'IPA en médecine vasculaire et quelles sont tes missions. Alors rapidement, c'est des missions cliniques, beaucoup. En fait, j'ai monté un hôpital de jour où on évalue, en fait, entre la chirurgie et la médecine, on évalue de façon médico-chirurgicale les patients, ce qui fait que je travaille avec un professeur en chirurgie, un professeur en médecine. Je vois les patients avant, je fais le point, je fais des recommandations, je leur prescris les examens, voilà. Et puis, un jour, on les reçoit tous ensemble dans une espèce de consultation multidisciplinaire. J'expose les problématiques aux chirurgiens, aux médecins, et puis je fais mes recommandations, et puis on reçoit le patient, on propose au patient la prise en charge optimale, en faisant les tests de marche, etc., voir s'il y a besoin de chirurgie, revascularisation, paravascularisation, les traitements du diabète, quand il y a un diabète, les traitements qui ont montré des bénéfices cardiovasculaires, le traitement de l'hypertension, quand il y en a, parce que je leur explique comment faire des automesures, etc. Donc il y a ça. Ensuite, je vois ces patients en dehors à l'hôpital, mais en dehors de des consultations multidisciplinaires type HDJ pour le suivi, parce que ce qui est très compliqué dans la maladie athéromateuse, c'est que tout évolue. Un LDL cholestérol, il peut être bien un jour, et puis 3 mois après, il ne va plus parce que le patient ou la patiente n'a pas pris ses traitements, parce qu'elle a fait des écarts de régime ou elle a fait des écarts de régime. La pression artérielle, c'est pareil. Le diabète, c'est pareil. Un jour, on marche, un jour, on ne marche plus. La cigarette, on a arrêté, le lendemain, on reprend. Donc, c'est systématiquement les revoir, les évaluer cliniquement, parce que comme c'est des patients graves, il y a beaucoup de dépistage de cancers, ça m'arrive, des cancers pulmonaires, des cancers de vessie, parce qu'ils fument beaucoup. Et puis il y a le dépistage de coronaropathie, d'insuffisance cardiaque, d'autres sténoses qui apparaissent, etc. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je fais aussi beaucoup de prévention primaire, parce qu'on a un service de prévention primaire, donc j'évalue les patients qui sont apparemment en bonne santé, avec justement les scores, mais pas que, l'imagerie, etc. Et puis on fait de la prévention primaire en leur expliquant le pourquoi du comment, ce qui se passe, comment est l'athérosclérose et quels sont les objectifs en fonction de leur niveau de risque. Puis après, ça c'est ma partie clinique, mais bon, après je suis aussi à l'université, je participe à des recherches dans le service, j'écris des articles, bref. Il me semble que tu as fait un DPC aussi, en parlant des préventions cardiovasculaires. Tout à fait. Des IPA destinés aux IPA qui veulent en tout cas élargir leur connaissance sur la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Parfaitement.
Ouais, merci c'est vrai. Et il y en a un autre qui va arriver, DPC, qui sera pendant le congrès du COFPA, mais qui probablement va être aussi disponible après en e-learning. On va travailler pour ça. Ce sera sur le diabète et notamment les nouvelles recommandations de 2023 de l'ESC qui ont vraiment mis en lumière, qui ont bien mis en avant que le diabète, l'enjeu, il est essentiellement vasculaire. En tout cas, il y a maintenant beaucoup de médicaments, enfin quelques médicaments qui ont montré des intérêts, des bénéfices cardiovasculaires. Ils ne sont pas assez prescrits et il faut les prescrire, notamment les analogues GLP1, pardon, les inhibiteurs SGLT2. Ok, très bien. Merci à toi, un grand merci pour ton expertise sur cette thématique qui a passionné beaucoup de monde ce soir. Merci à notre Merci beaucoup. partenaire, Maisie, Ouais. pour cette vidéo et puis son dispositif qui est très intuitif. Le prochain webinaire, ça sera sur l'apnée du sommeil. Vous pouvez retrouver l'information sur CIPAC.online. Et puis un petit point sur le congrès qu'on organise avec le CIPAC en 2024, le 5 avril 2024, où on pourrait retrouver notamment Thibaut qui nous parlera d'une étude qu'il a réalisée sur les patients AOMI. Et puis pas mal de présentations sur le quotidien d'IPA qui travaille en cardiologie sur différents types de parcours de soins. Voilà, merci à tous. Un grand merci et puis à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.